Dans un tout premier temps, je vous demanderais de prendre quelques minutes pour nous expliquer, chacun de vous, comment vous lisez aujourd'hui l'œuvre de Freud, c'est-à-dire avec quel regard, est-ce qu'elle est toujours féconde pour vous, est-ce que c'est un lieu de tension, un lieu auquel vous revenez, enfin, dans quel état d'esprit vous vous l'appropriez. Alors, on pourrait peut-être commencer, je ne sais pas, Michel Onfray, si vous voulez débuter, puisque on peut. vous consacrez un séminaire cette année à cette œuvre. Oui, à cet homme et à cette œuvre. Il faut faire de l'autobiographie dans cette aventure. Moi, j'ai lu Freud assez tôt. J'avais 14-15 ans quand je suis tombé sur 3 essais sur la théorie de la sexualité, sur le marché de la ville où j'habite toujours, à Argentan, dans une sous-préfecture. Je lisais beaucoup, donc j'étais boulimique de lecture, donc j'ai lu beaucoup de mauvaises choses, mais je suis aussi tombé sur Nietzsche, Marx et Freud. Bon, de pas mal. Et je veux dire, le petit masturbateur que j'étais, qui découvre les propos de Freud sur la masturbation, sur la sexualité infantile, je trouve ça extraordinaire. L'ancien pensionnaire des prêtres, de quelques prêtres pédophiles, trouve que le Nietzsche de l'Antéchrist est extraordinaire, et le fils d'ouvrier agricole trouve formidable qu'on puisse vouloir l'abolition du capitalisme. Voilà. Donc je suis sous le signe de ces trois-là, Nietzsche et Freud. C'est plutôt pas mal quand on découvre par la suite que cette trilogie-là joue un rôle majeur. Alors en même temps, je découvre le surréalisme, je découvre la poésie, enfin je découvre plein de choses. Mais en ce qui concerne la philosophie, c'est ça. 3 essais sur la théorie de la sexualité. Il y a ensuite l'institution, donc je lis des choses diverses, l'introduction à la psychanalyse, et puis Totem et Tabou, parce que en classe terminale, on nous dit, voilà, ça fait partie du programme de philosophie. Freud est un philosophe, comme Platon, comme Spinoza, comme Descartes, donc il faut lire Totem et Tabou, auquel je n'avais pas compris grand-chose. Là, j'étais en terminale, j'avais 16 ans, 17 ans, et je rentre à l'université, j'ai suivi un cours en 2e année de psychanalyse, et le cours était construit sur les 5 psychanalyses. Donc il y a l'autorité du professeur d'université, il y a l'autorité de la chose publiée chez un éditeur digne de ce nom, Presse universitaire de France, il y a les cas de Freud, le président Schreiber, Dora, etc. On nous dit ce qui s'est passé, Freud nous dit qu'il a soigné, guéri, que le problème s'est trouvé résolu, donc il n'y a pas de raison de douter. Je deviens professeur de philosophie en lycée, j'enseigne pendant 20 ans le programme, et pendant 20 ans, je fais un cours sur la psychanalyse, où j'enseigne l'esthétique, où j'enseigne les stades, où j'enseigne la sexualité, la métapsychologie, où j'enseigne toutes ces choses-là à mes élèves. Cours très dense à chaque fois, très émouvant. On n'a pas la même qualité d'écoute que quand on parle de l'impératif catégorique chez Kant ou de l'allégorie de la caverne, mais j'avais des élèves de lycée technique, des élèves à qui on avait dit depuis très longtemps qu'ils n'étaient pas faits pour l'intelligence, pour l'esprit, pour la culture, pour la philosophie, puisqu'ils se destinaient à être sténodactylo, comptables ou vendeurs de voitures. Donc, de fait, la philosophie, c'était pas pour eux a priori, et la psychanalyse était un grand moment de grâce. Le moment du complexe d'Édipe était quand même un moment important, puisqu'on ne leur parle pas du père, mais de leur père, puisqu'on ne leur parle pas de la mère, mais de leur mère, puisqu'on ne parle pas de la sexualité, mais de leur sexualité. Donc, de fait, il y avait des espèces de chamboulements. Et je touchais du doigt l'aspect magique de la psychanalyse, parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait quelque chose qui faisait de moi, si je l'avais souhaité, une espèce de gourou. Il y avait des élèves qui d'un seul coup considéraient que le ciel s'ouvrait devant eux et qu'il y avait là quelque chose de magique et ils étaient prêts à me donner leur existence, quoi. Sauf que j'avais à vous donner leur existence, c'est-à-dire de considérer que j'avais la clé de leur existence, que je pouvais répondre à toutes leurs questions, que si je souhaitais être leur gourou, je pouvais le devenir sans difficulté, que j'étais une encyclopédie vivante, un demi-dieu, que j'avais découvert des choses tellement magiques et magnifiques. Lacan a un nom très simple pour ça, il appelle ça l'effet du sujet supposé savoir. Absolument, oui. Donc, ensuite, ça peut se monnayer sous des formes... Monnayer est le mot qui convient, oui. Oui. On va reprendre parce que vous avez évolué dans votre lecture de voilà, Freud et le séminaire que vous animez actuellement marque une rupture. Voilà, donc pendant 20 ans, c'est ça, j'enseigne ça. Et puis, je crée une université populaire en 2002, et je me dis, je démarre l'histoire de la philosophie, là où on la démarre habituellement, enfin chez les présocratiques, et je fais une contre-histoire, c'est-à-dire soit je parle de philosophes oubliés, j'explique pourquoi ils l'ont été, oubliés, ou soit je parle de philosophes qu'on connaît, Épicure, Lucrèce, Montaigne, Spinoza par exemple, mais sous un angle d'attaque qui n'est pas l'angle habituel. Présenter Spinoza comme un philosophe hédoniste en montrant comment la totalité de l'œuvre de Spinoza est construite sur la question de la joie, par exemple, ou montrer que les essais de Montaigne
procède un peu de la psychanalyse, puisque, au sens large du terme, puisque Montaigne n'a jamais écrit les essais, mais qu'il les a dictés, qu'il les a parlés, qu'il les a racontés à quelqu'un, un scribe, qui est en train de rédiger les essais. Il le dit 3 fois dans les essais. Donc c'était des occasions pour moi d'attaquer dans un angle un peu inédit des philosophes connus, ou de parler de philosophes inconnus, comme Épiphane, comme Lorenzo Valla, qu'on connaît assez peu. Et je me suis dit, il y aura évidemment une place pour Freud. Ça me paraît évident, le XXe siècle est coupé en deux par Freud, donc à un moment donné, j'arriverai à Freud. Et comme il y a du monde au séminaire, cette année il y a 1200 personnes, donc je me dis, il y aura dans la salle des antifreudiens. Donc j'ai lu l'œuvre complète de Freud, ce que je n'avais jamais fait. J'avais lu beaucoup de Freud, mais pas l'œuvre complète. J'ai lu beaucoup sur Freud, 5000 pages à peu près, et puis je me suis dit, j'achète le dossier, donc le livre noir de la psychanalyse, un certain nombre d'ouvrages de ce type-là, et j'ai découvert là des choses en me disant, mais c'est sidérant, si c'est vrai, alors il faut revoir absolument tout ce qui est dit, car il y a une légende freudienne, et il faut faire de l'histoire. Donc le livre noir, il y a tout et le contraire de tout, il y a du meilleur et du pire. Il y a de fait une espèce de militantisme pour les thérapies comportementales, il y a ça, bien sûr, c'est vrai, mais il y a aussi quelque chose sur la légende, et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas un militant des TCC ou ce genre de choses, je ne défends pas les laboratoires pharmaceutiques ou je ne sais quoi, je propose, ce que je fais depuis longtemps, une lecture nietzschéenne de la philosophie, de l'histoire de la philosophie. Une lecture nietzschéenne, c'est-à-dire une lecture qui s'inspire de la préface du Gai Savoir, qui nous dit que une philosophie, c'est la confession d'un homme. C'est toujours la confession d'un homme, c'est toujours l'autobiographie d'un homme, une philosophie. Donc Nietzsche le dit à un moment donné, mais ça marche pour ce qui précède. De fait, la philosophie d'Épicure est une confession du corps d'Épicure. Et je me suis dit, eh bien allons-y pour Freud. Allons voir comment ça fonctionne. Et Freud lui-même dit, il faut faire des psychobiographies. Les philosophes sont des gens qui sont des malades, moi je ne suis pas un philosophe, il faut expliquer pourquoi. Malades entre guillemets, ce sont des gens dont le problème est d'avoir à sublimer, donc il faut faire des psychobiographies, etc. Moi, je trouve ça très intéressant. Je me suis dit, allons-y pour Freud. Et de fait, j'ai découvert un certain nombre de choses sur le postulat du complexe d'Édipe. Postulat, c'est-à-dire pas du tout une preuve, pas du tout une démonstration, mais un postulat, sur le caractère performatif d'un certain nombre d'informations qui sont données. Je pose que c'est ainsi. L'existence du complexe d'Édipe, la question de la phylogénèse du complexe d'Édipe et ce genre de choses qui sont posées, qui ne sont pas du tout démontrées. L'idée qu'il serait dans la science, dans la logique d'un Copernic, dans la logique d'un Darwin, et il s'installerait juste après en disant que d'ailleurs la plus grosse blessure narcissique, c'est lui qui l'inflige. Et je me dis, mais pas du tout, ça n'est pas un scientifique, et je suis par-delà le bien et le mal dans cette aventure. Il n'est pas question pour moi de dire qu'il est méchant, qu'il n'est pas bon, que c'est pas bien, ou ce genre de choses. Je dis simplement qu'on a affaire à une psychologie littéraire, un peu sur le principe de la recherche du temps perdu, et j'ai Proust en grande estime, mais que simplement il est daté. Donc moi, mon intérêt, et je conclus là-dessus en 2 phrases, mon intérêt c'est de faire de l'histoire, parce que je pense que la légende règne, et que si on veut vraiment faire de l'histoire, alors pour le coup on découvre une pensée enracinée dans son siècle, et que le travail consiste à dire comment elle est enracinée, comment la légende a pu se construire, pour que de fait on puisse faire de Freud ce qu'il est, un philosophe important. Et vous dites que son œuvre est un capharnaüm spéculatif, et une autobiographie, davantage qu'une œuvre scientifique. Oui, c'est pas du tout une œuvre scientifique, mais le modèle scientifique, il lui dit qu'il est dans la science, mais le modèle scientifique est très prégnant au XIXe siècle. Tout le monde veut être scientifique. Marx veut être scientifique, Auguste Comte veut être scientifique, les scientifiques font de la philosophie. On considère que s'il faut se défaire du schéma théologique, qui est un schéma prégnant quand même depuis très longtemps, si vraiment il y a une alternative au schéma théologique, eh bien l'alternative, elle est scientifique. C'est donc la science qui doit permettre, alors il y a une généalogie à ces choses-là, il y a Spinoza, il y a Leibniz, il y a Descartes qui considèrent qu'effectivement la science doit pouvoir permettre de fonder une morale, une éthique, et que pour le coup elle ne doit plus rien avoir à faire avec Dieu, ou avec le ciel des idées, ou avec le ciel tout court. Et je pense que c'est un grand modèle symbolique, la science au XIXe siècle, et que Freud n'y échappe pas. Alors, je pense que ce premier tour de parole est intéressant et important. Et donc, Jacques-Alain Miller, qu'est-ce qui fonde, quant à vous, votre lecture de Freud? Comment elle s'organise ou en est-elle aujourd'hui? Je peux peut-être déjà répondre. Dire un mot sur... Je suis tout à fait d'accord avec Michel Onfray que Freud est enraciné dans son siècle. Et l'idée qu'il est plus un littéraire qu'un scientifique ne choque pas du tout. Je crois surtout que
postulation de Freud vers les sciences de la nature relève d'une fiction, et que le déplacement que Lacan a opéré a été de dire que s'il y a une science ou une discipline d'ordre scientifique qui peut venir à l'appui de ce qui a lieu dans une analyse, des phénomènes qui ont lieu dans une analyse, et permettre de les conceptualiser, et de conceptualiser ce que Freud a appelé l'inconscient, mot extrêmement discutable, mais traditionnel, c'est plutôt la linguistique. Le grand déplacement de Lacan est de dire ce qui aujourd'hui apparaît pour beaucoup une évidence, hein, que quand on lit Freud, il y a une page sur deux de considération sur les mots, sur la grammaire, sur les énoncés, sur les jeux entre ce que Saussure appelait le signifiant, entre les signifiants, et que, d'une certaine façon, Freud a anticipé, en tout cas c'est ainsi que Lacan s'est exprimé au XXe siècle, que Freud a anticipé les découvertes de Saussure. Donc c'est un déplacement des sciences de la nature vers la linguistique, vers cette linguistique de Saussure qui a été utilisée par Jacobson et développée par Jacobson, que Lévi-Strauss a rencontré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était réfugié à New York, à la New School de New York. Lévi-Strauss l'explique, il a écouté Jacobson et il a vu la possibilité d'ordonner l'anthropologie qu'il était en train de construire. Ça a donné des structures élémentaires de la parenté. Et Lacan, qui aspirait, depuis sa thèse de psychiatrie, on en voit les traces, qui aspirait à un ordonnancement linguistique des questions psychiatriques et psychanalytiques, a trouvé dans les structures élémentaires de la parenté, et à travers les structures élémentaires de la parenté, la référence scientifique à laquelle il aspirait. Et donc, à ce moment-là, il y a eu, il a connu Lévi-Strauss, ça a été une grande amitié de ces années-là, il a connu Jacobson, qui, lorsqu'il venait à Paris, descendait chez Lacan. Et j'ai encore connu ça. J'ai encore connu Roman Jacobson, descendant 3 rue de Lille, qui était le domicile, à côté du cabinet qui était au 5. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Roman Jacobson, il avait la coutume de faire boire les gens. Je devais avoir 20 ans, je ne tenais pas bien à l'alcool, et il a réussi ce qu'il réussissait avec tout le monde, à savoir que j'étais un acte de chien, puisqu'il avait rempli mon verre sans discontinuer. Et voilà, donc je ne suis pas du tout en désaccord avec l'idée que Freud s'est trompé de science, qu'il n'était pas le scientifique qu'il pensait être, que la littérature tient une place considérable. Son modèle, c'est Goethe, c'est un écrivain raciné, et que ces références scientifiques qui ont été prises au sérieux, parfois on dit mais c'est merveilleux, et c'est vrai qu'il était doué, il a anticipé la synapse, il a présenté, alors il a dans son fameux ouvrage manuscrit qui était inédit pendant très longtemps, plutôt des années 50, le brouillon projet, pour une psychologie scientifique, il présente des réseaux, disons, neuronaux, et dont Lacan a montré, mais au fond ce sont des réseaux signifiants. Et Lacan les a transformés en graphes signifiants. Donc, d'un côté, je ne dis pas le contraire de Michel Onfray. D'une autre façon, je déplace un peu la question. 2 mots sur la question de l'essai de psychologie scientifique, parce que c'est vrai, vous avez raison, de renvoyer à ce texte-là, où il distingue 3 types de neurones. Et on a considéré qu'effectivement, peut-être qu'il y avait là, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aspect du capharnaüm de Freud, parce qu'on y trouve tout et le contraire de tout, et de fait, on peut trouver de Freud, chez Freud.
chez Freud. C'est excessif. Chez Lacan, on peut dire tout et le contraire. Non, je donne un exemple. Chez Lacan, on peut le dire parce qu'il a enseigné pendant 30 ans toutes les semaines, et à certains moments, on le voit se lancer dans des polémiques terribles, on ne sait pas très bien contre qui, que c'est absurde de penser telle chose, dit Lacan, bon. Et puis quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est ce qu'il pensait l'année d'avant, et qu'il se prend lui-même à partie. Et finalement, Lacan il m'est arrivé de faire d'employer une expression qui était Lacan contre Lacan. Lacan n'a pas cessé de polémiquer contre Lacan, et il était finalement quelqu'un comme Bertrand Russell. Bertrand Russell adorait dire j'ai écrit ce livre, eh bien je me trompais complètement, et il en fait un autre. Lacan aussi révise Lacan continuellement, mais il ne le dit pas. Et donc, mais il ne le dit pas parce qu'il dit, au fond, c'est par déformation topologique qu'il développe son enseignement. Et donc, Lacan, à certains moments, se lance dans ces polémiques qui le visent, en fait. Et donc, je pense que, pour lui, on pourrait dire, il a dit tout et le contraire de tout. C'est pour ça que je suis toujours très agacé quand moi-même je fais cours, moi-même je dis des choses sur Lacan et sur Freud, et puis on m'oppose, mais Lacan a dit que. Je suis toujours contre ce Lacan a dit que, parce qu'il faut savoir à quel moment il a dit, et qu'il est très bien, tout à fait capable de dire le contraire. Après, par exemple, il fait une grande polémique à un moment contre les relations de compréhension de Jaspers, dans son séminaire sur les psychoses. Et au fond, pourquoi à ce moment-là, etc. Et je me suis aperçu finalement que sa thèse de psychiatrie consacrée au fameux cas aimé, sans que ça soit absolument au premier plan, en fait, s'appuie sur les relations de compréhension de Jaspers. Et quand il reprend la question des psychoses 20 ans plus tard, en fait, c'est contre le jeune Lacan qu'il polémique, et c'est pour ça qu'il était d'ailleurs peu favorable à la réédition de sa thèse que lui a arraché l'éditeur. Je voudrais juste finir sur... Il affine des hypothèses, il fonctionne peut-être moins par opposition dialectique à vos thèses précédentes que par... Mais je voulais finir, parce que je n'ai pas eu le temps de finir sur cette question de l'essai de psychologie scientifique. C'est un texte qu'il a écrit sous l'influence de la cocaïne. C'est très précisément dit dans la correspondance avec Fliss. C'est pas un secret, oui. Ah non, c'est pas un secret. Enfin, c'est pas un secret. C'est moins un secret depuis que la correspondance intégrale a été vraiment publiée, parce qu'elle a été interdite pendant... On a beaucoup protesté contre le caviardage. Absolument. Oui. Donc quand on suit l'écriture... Et j'ai été ravi de sa publication par M. Massoyev. Oui, aux presses universitaires. Que j'ai interviewé dans ce même bureau. Quand c'est sorti, et qui a fait l'édition chez Harvard. Donc, vous trouvez des traces de cocaïne dans le texte? Ah mais non, mais pas dans le... Enfin oui, c'est-à-dire que quand on fait de l'histoire, justement, et qu'on évite... Parce qu'on va reparler de Lacan, hein, c'est vrai que là, on va finir par être d'accord tous les deux, parce que il y a Lacan, il y a Freud. Moi, je ne touche pas à Lacan, parce que pour l'instant, mon sujet, c'est Freud, et que je veux travailler vraiment la question Freud. Mais là, ce sera un deuxième livre, si vous permettez. Là... Bon, soyez cohérent avec vous-même, vous dites qu'il faut replacer Freud dans son siècle, vous avez parfaitement raison. Donc vous faites un peu, si je puis employer un terme nietzschéen, vous faites un peu de l'histoire antiquaire. Oui, à chaque fois que je vous parle de Freud, vous me parlez de Lacan. Alors, je vais parler de Lacan. Non, là, je parle de Freud. Non, on entend bien, mais je veux dire que sur cette question de l'écriture sous la cocaïne, sous l'emprise de la cocaïne, c'est clairement dit. Il a besoin de beaucoup de cocaïne, il explique qu'il est très gros consommateur, il explique qu'il est dans un état d'excitation totale, qu'il écrit ce texte en disant « il est génial, tu vas voir, c'est formidable, ça va révolutionner tout », et cet essai de psychologie scientifique est formidable, il y a 3 types de neurones, et ces 3 types de neurones vont expliquer la totalité des choses. Je vais devenir enfin célèbre, je vais gagner ma vie extraordinaire, c'est enfin, j'ai ma pierre philosophale. Et quelque temps après l'effet de la cocaïne, il y a exactement l'inverse, c'est-à-dire il nous dit, mais c'est nul, je me demande comment j'ai pu t'envoyer un truc pareil, oublie totalement, etc. Donc de fait, c'est un texte qu'il n'a jamais reconnu comme tel, ou du moins quand on inscrit la production de ce texte dans l'histoire, Freud nous dit très clairement qu'il récuse ce texte, et puis il nous dit moins clairement, mais il suffit de lire les lettres à Fliss, que de fait c'est un produit de sa cocaïnomanie. 12 ans quand même, il a été 12 ans cocaïnomane, ça produit quand même des types d'effets, je suis pas dans la morale, en disant c'est bien. Non, je dis pas c'est pas bien ou c'est bien, je dis simplement que quand on modifie... Vous allez le rendre extrêmement sympathique. Ah ben, pour certains, ce sera certainement une occasion d'apprécier le personnage. Mais je trouve que de fait, tout l'aspect délirant, tout l'aspect enthousiaste, tout l'aspect se retrouve dans cette œuvre-là. Alors on peut bien sûr, et je vais raccrocher les wagons à Lacan,
On peut bien sûr, comme ça s'est fait au moment de la découverte et du travail sur sur ce livre qui n'est pas un livre, sur ce que vous avez fort bien dit, un brouillon qui est resté un brouillon. C'était une correspondance avec Fliss qui a été donnée à Fliss. D'un seul coup, ce texte est devenu essentiel au XXe siècle parce que pour le coup, si le XIXe siècle a été dans l'obsession des sciences naturelles, pour le coup Darwin, et là je vous retrouve, vous avez raison, le XXe siècle a eu l'obsession du structuralisme et de la linguistique. Je trouve simplement qu'avec la mort récente de Claude Lévi-Strauss, nous avons clos le XXe siècle. Et que, alors c'est un autre livre, c'est un autre objet, mais qu'on pourrait faire exactement la même démonstration en disant qu'effectivement, si on fait de l'histoire et pas de la légende avec Freud, on voit comment il est produit par son temps plus qu'il ne produit son temps et son époque. On pourrait faire la même chose avec Lacan en disant que de fait, l'idée que l'inconscient soit structuré comme un langage, l'idée que la linguistique puisse donner des formes qui soient susceptibles de rendre possible la grande guérison chamanique, parce que c'est aussi ça le problème. C'est vieux comme le monde, la psychanalyse. Simplement, ça prend des formes et qui sont consubstantielles au temps. Alors, le temps du 19e est positiviste et scientiste, donc il y a ça chez Freud. Le temps du 20e siècle est structuraliste. Il y a enfin, pas tout le 20e siècle, mais une grande partie du 20e siècle est structuraliste, et tous y ont eu droit, c'est-à-dire tous les grands. Il y a eu un moment Deleuze, il y a eu un moment Foucault, il y a eu un moment Derrida. Une seconde. Les grands, ce ne sont pas seulement les Français. C'est vrai. Il y a eu, au XXe siècle, quelque chose qui s'est appelé le tournant linguistique, the linguistic term, et qui concerne aussi bien Wittgenstein que les structuralistes français, parmi lesquels Lévi-Strauss n'a même pas tellement se compter, aussi bien Quine et le positivisme logique, etc. Donc, ne soyons pas franco-français, oui, il y a eu le linguistic term, dont les Français, les structuralistes, les post-structuralistes, Lévi-Strauss se reconnaissant plutôt dans Dumézil que ne validant jamais ni Lacan, ni Barthes, etc. Ayons une vision un peu plus élargie. Voilà. Vous deux avez traversé la philosophie et la psychanalyse, mais dans ce conflit, ou dans quand même cette tension qu'il y a entre les deux disciplines, vous n'avez pas choisi tout à fait le même bord, et donc j'aimerais bien savoir comment vous envisagez ces rapports entre philosophie et psychanalyse, et est-ce que vous vous sentez l'héritier des grandes critiques philosophiques de la psychanalyse qui tournent souvent autour de la réaffirmation d'une certaine autonomie ou d'une certaine souveraineté de la raison ou de la volonté ou du sujet. Enfin, j'aurais bien aimé vous... Oui, enfin bon, il y a Popper aussi sur la question de la falsifiabilité, sur la question de la scientificité ou du caractère scientifique, ce genre de choses. De fait, moi, la psychanalyse existentielle m'intéresse parce qu'elle fait l'économie de l'inconscient freudien et puis qu'elle considère que la liberté reste incontournable. Alors, elle m'intéresse, non pas que je sois sartrien sur ce terrain-là. Moi, je pense qu'il faudrait une espèce de mixte entre le déterminisme, la nécessité et puis la question du libre arbitre. C'est pas aussi simple que ça. Il y a un libre arbitre ou il n'y a pas un libre arbitre. Nous sommes indifféremment dotés de plus ou moins de libre arbitre, et je trouve que le grand... C'est un concept qui pour vous opère, le libre arbitre. Oui. Considérez pas que c'est un concept absolument farfelu. Ah non, je dis qu'effectivement, l'idée qu'on puisse dire qu'il y aurait totalement un libre arbitre ou qu'il n'y aurait pas de libre arbitre est un dilemme dans lequel on nous a enfermés faussement et que ça nous a fait dire des sottises sur ce terrain-là. Je crois simplement que, de fait, quand on est... quand on surgit dans l'histoire et qu'on a des parents illettrés, alcooliques, ou qu'on a des parents qui se prostituent, ou qu'on arrive à Calcutta, ou qu'on arrive dans la haute bourgeoisie du 6e arrondissement de Paris, de fait, le libre arbitre, il n'est pas le même. Donc c'est un concept opératoire parce que on en est indifféremment doté, il faut compter avec ça. Donc je suis pas sartrien non plus, hein, c'est l'idée de dire que la psychanalyse existentielle m'intéresse, elle m'intéresse parce que je la vois plutôt en acte, c'est-à-dire il y a deux psychanalyses existentielles chez Sartre, il y a le chapitre consacré à cette question-là dans L'être et le néant. Il y a la mise en œuvre avec Baudelaire. Et puis il y a la mise en œuvre avec un Baudelaire un peu léger, un peu plus chez Saint-Genet. J'ai beaucoup de tendresse pour le Baudelaire de Sartre, et Lacan, dans un de ses grands textes d'après-guerre, parle de choix originel, ce que ses élèves n'arrivaient pas à situer. Bien sûr, ça. Je leur ai dit, mais ça vient tout droit. Absolument. Du Baudelaire. Absolument. Moi, c'est le Flaubert que j'aime. C'est l'idiot de la famille. Parce que là, véritablement, tout... Oui.
Parce que toute la partie théorique de l'être et le néant est brillante. Là, pour le coup, c'est plus de la cocaïne, c'est Coridrane. Mais, Coridrane et whisky. Mais, et c'est la même chose avec l'idiot de la famille. Ceci dit, mais en même temps, ça n'empêche pas qu'un génie, pardon. Non, c'est pire, ça vous occupe beaucoup, ces ingestions de substances? Ça m'occupe pas beaucoup, simplement quand on fait de la psychobiographie freudienne d'un personnage, c'est intéressant. C'est toujours mentionné. Oui, non, mais c'est intéressant de le dire. C'est-à-dire qu'on est dans une grande tradition idéaliste qui suppose que le philosophe aurait un cerveau qui entrerait en contact avec les idées pures et qui serait dans le commerce du ciel. Avec Heidegger, que j'aime beaucoup, c'est la façon dont il dit qu'il faut résumer la vie d'Aristote. Oui, il est né, il est mort. Oui. Nous n'allons pas nous discuter là-dessus. Je vais faire un cours cette année. Avant cette discussion, j'y ai pensé à l'heure d'un petit incident à la rentrée. Je vais faire un cours qui va s'appeler Vie de Lacan. Ah, très bien, magnifique. C'est normal qu'à un moment donné, dans votre chemin, quand vous lisez Freud, vous ayez envie d'en découdre. Enfin, ça paraît presque l'aboutissement logique de ce qui précède dans votre... Mais pas du tout. Freud l'a aidé à vivre ses masturbations infantiles. Oui. Bah oui, et puis il a servi à tout le monde, à vous aussi d'ailleurs, puisqu'on a lu au même âge, et je présume qu'au même âge, vous aviez les mêmes centres d'intérêt que moi, puisque c'est universel ça quand même. Si vous découvrez quelqu'un qui, quand il est adolescent, n'est pas tiraillé par ses problèmes de libido, par ses problèmes de sexualité, par ses problèmes de masturbation... On n'est pas tout, on peut être coupé par la sexualité, mais on peut avoir plus comme problème l'être féminin que sa propre queue. Oui, non, mais je veux dire que quand on a 14 ans et qu'on court après les filles et que les filles courent plus vite que nous, il nous reste à peu près que nos mains. Donc voilà, c'est à peu près la configuration ontologique dans laquelle on se trouve quand on a 14 ans. Donc quand on a un individu qui nous dit... parce que moi j'ai eu 4 années de prêtres qui nous disaient en confession qu'effectivement ça faisait pousser les oreilles, les pieds, que ça enlevait du cerveau, qu'on devenait bête et méchant quand on se masturbait ou ce genre de choses. Et moi je suis donc formation catholique, hein, donc j'ai entendu ça pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et d'un seul coup on rencontre quelqu'un qui nous dit que l'homosexualité, même aussi... Vous voyez, alors là je vois l'avantage, moi je suis de formation rien du tout, oui. C'est-à-dire mon père m'a transmis tu es juif, et puis rien d'autre. Oui. Et donc, je n'ai jamais douté d'être juif, mais j'ai découvert Yom Kippour à l'âge de 20 ans. Et donc, tout le reste, j'ai dû, en effet, me fabriquer des filiations intellectuelles. Et j'ai commencé en sachant par cœur les filiations des dieux et des demi-dieux grecs et romains. Donc, je savais par cœur. De fait, le dictionnaire de Grimal m'a servi de Torah. Ce sont deux trajets différents. Hein. On comprend bien que un trajet catholique et puis un trajet juif... Vous avez des racines profondes en France. Oui, absolument. Dans l'histoire. 10 siècles d'enracinement en terre normande, par exemple, s'il faut le dire comme ça. Donc, d'ailleurs, ça vous fait défendre Charlotte Corday. Pas seulement, mais oui. Vous avez raison. Vous voyez, moi, quand ça a joué un grand rôle pour moi, la Révolution française, à 13 ans, justement, j'ai été pour la Révolution française, je le suis toujours, je disais tout ce que je pouvais dessus. Et ce qui m'a, alors là, le coup de foudre historique que j'ai eu, c'est pour le Robespierre de Jean Massin, qui expliquait un peu, finalement, que Robespierre était l'excommunié de la Révolution française, et j'étais sensible à cette excommunication, comme j'ai été sensible à l'excommunication de Lacan des années plus tard. Et donc, j'ai été robespierriste, c'est-à-dire j'ai pris vraiment Maximilien comme modèle, l'incorruptible. J'avais son portrait, j'ai trouvé son portrait sur les quais à l'époque. Alors, Jean Massin avait écrit aussi un Marat. Marat, j'avais vraiment plus de mal avec Marat. Il expliquait que Marat était la victime de la calomnie de droite, réactionnaire. Et donc, j'ai essayé d'aimer Marat, mais j'ai pas vraiment réussi. Ceci dit, alors j'ai acheté votre Charlotte Corday dès que j'ai vu qu'il sortait, et là, non, je ne peux pas être pour Charlotte. J'ai admiré la figure de Charlotte Corday à l'époque, le courage de Charlotte Corday. Mais si vous replacez justement l'assassinat de Marat dans le contexte révolutionnaire de l'époque, la révolution était quand même du côté de Marat, et Charlotte Corday a été une héroïne de la contre-révolution. Non, je crois pas. Le reste, et quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour le courage de cette fille,
Le dégoût qu'on peut avoir pour l'opportunisme de David. Bon, je l'ai lu avec beaucoup de sympathie, votre livre, mais dans le contexte de l'époque, si on se remet, alors on fait de l'histoire antiquaire, on se remet dans le contexte de l'époque, objectivement, je reste marxiste là, les forces de la réaction se sont reconnues dans l'acte de Charlotte Corday, et quel que soit Marat, ses excès, le mal qu'il a pu faire à la Révolution à son image, etc., les forces de la Révolution étaient du côté de Marat. Et à vous entendre, on est un peu dans la vertige, puisqu'on a l'impression que vous êtes plus en désaccord sur la Révolution française que sur l'œuvre de Freud. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait quand même qu'on précise un peu le trait, puisque j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, et que c'est une lecture approximative, mais que cette figure de l'hédoniste, cette figure du rebelle, cette figure enfin, qui est inlassablement traitée, décrite dans votre œuvre, Michel Onfray, c'est aussi une figure d'un homme qui affirme le primat de la volonté. Il ne dit pas qu'il y ait des déterminismes, il ne dit pas qu'il y ait un inconscient, mais enfin, c'est quand même un projet volontariste qui est... Freud? Non, le vôtre, enfin, ah oui. Votre anthropologie. J'ai eu peur dans cette la lecture de Freud est forcément... enfin, l'œuvre de Freud fait forcément figure de négatif ou de repoussoir de cette affirmation. Qu'est-ce que vous imaginez que Freud dit des questions que Michel Onfray non, je ne veux pas m'immiscer en débat, c'est une question que je me pose, que je vous pose en fait. C'est-à-dire, votre anthropologie est-elle complètement opposée à l'anthropologie freudienne ou comment... On sait très bien que la psychanalyse, il y a plusieurs choses. Freud le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde, il y a une métapsychologie qui nous explique à partir de l'inconscient que le réel est ainsi et qu'il faut composer avec la libido, les pulsions, avec etc., etc. Il y a aussi une deuxième chose, et là c'est quelque chose de plus important, c'est la question de la thérapie. Ce qui suppose effectivement que nous ayons un individu qui nous dise qu'il est capable de soigner, d'aider à soigner, ou de conduire quelqu'un d'un endroit à un autre endroit, de lui fournir le billet de chemin de fer, comme disait Freud à Lomolu, en lui disant « mais c'est pas parce que je vous fournis le billet de chemin de fer que le voyage est fait, c'est à vous de le faire ». Voilà, donc il réservait une part, disons, de consentement du sujet. Il ne disait que ça, il ne disait ça ne marche que si vous voulez que ça marche. Voilà. Hein, donc c'est la question de la thérapie, elle suppose effectivement une relation, on va se retrouver sur Lacan, puisqu'on va reparler de Hegel et de la domination et de la servitude. C'est une variation sur le thème de la domination et de la servitude, la question de la thérapie analytique. Donc de fait, il y a quelque chose d'assez singulier dans cette aventure qui fait que j'ai du mal. Le libertaire que je suis et qui aime une Charlotte Corday qui n'est pas contre-révolutionnaire, même si vous avez absolument raison de dire que les forces contre-révolutionnaires se sont retrouvées dans Charlotte Corday, c'est vrai, vous avez raison. Mais il n'empêche que Charlotte Corday, elle est girondine, elle est révolutionnaire, elle n'est pas monarchiste, elle a un vrai projet politique, qui est un projet pour le coup qui pourrait être proudhonien quelque temps plus tard, c'est-à-dire un projet de fédération, de mutualisme, un projet des provinces, un projet contre la nation, enfin pas contre la nation, contre le jacobinisme, je dirais, contre la nation du jacobinisme, une espèce de nation des provinces, qui me paraît intéressant parce que c'est finalement une lecture libertaire que je fais aussi de Freud. Quand on lit les textes qui ont été rassemblés sous le titre « La technique psychanalytique », on découvre des choses assez stupéfiantes. C'est plutôt là que je suis gêné. C'est-à-dire la question de l'attention flottante qui suppose qu'effectivement... l'idée que finalement on pourrait même imaginer que, allongé sur le divan, le patient puisse parler sans psychanalyste. Puisque, je dis on pourrait même imaginer, je n'ai pas dit que c'est le cas. Non, mais quelle est votre idée de l'attention? Justement, j'y vais, si vous permettez. L'idée qu'il y aurait une attention flottante, que finalement on peut même s'assoupir, dormir, ce que disent des lettres de Freud à Fliss. Il y a des moments où il nous dit qu'il lui est arrivé de s'assoupir. Il y a plusieurs endroits dans l'œuvre avec Marie Bonaparte. On sait qu'il dormait pendant les analyses, mais il dit mais c'est pas important, puisque finalement on n'a pas besoin. Mais si, je vous assure que le texte le dit, il nous parle d'attention flottante en nous disant que ce ne sont pas les oreilles du psychanalyste, si vous permettez que ce ne sont pas les oreilles du psychanalyste qui écoutent, mais que ce sont les inconscients qui communiquent. Et l'idée que dans la relation analytique, vous ayez un patient allongé qui raconte des choses et que vous ayez un analyste qui, lui, ne fait pas fonctionner ses oreilles, mais laisse faire un inconscient qui est susceptible de saisir un peu plus tard ce qu'il aura fallu saisir pour permettre le voyage qui est susceptible d'être fait avec le billet de chemin de fer, est quelque chose qui me gêne parce que nous sommes clairement dans une relation
de servitude, avec la possibilité du maître qui nous dit qu'il sait, qu'il guérit, qu'il soigne, qu'il a une vision du monde derrière lui, et le second sens de la psychanalyse, c'est-à-dire la thérapie, suppose en amont cette conception du monde, la fameuse métapsychologie, dont vous disiez tout à l'heure que vous n'y compreniez rien quand vous l'aviez lu, parce que de fait, si on n'adhère pas à la métapsychologie, on ne comprend pas. Si on adhère ensuite, métapsychologie, au-delà du principe du plaisir, de fait, c'est un assemblage intellectuel extrêmement bien fait, c'est génial, mais c'est une construction intellectuelle. Vous ne pouvez pas vous interrompre puisque vous ne le supportez pas. Ah non, vous l'avez fait 2 ou 3 fois, je me suis arrêté, maintenant je vous laisse parler. Et je ne vais pas vous interrompre. Il me semble, oui. Mais Michel Onfray disait qu'il était gêné par le protocole thérapeutique mis en place par Freud. Donc, J'aurais fait des réponses plus courtes. Ah oui, mais je pourrais trouver que vous rétorquez la même chose. C'était un échange plus rapide. Bon. allons-y. Alors, attention flottante, moi aussi le mot me paraissait bizarre. En allemand, c'est autre chose, c'est l'attention égale. Je ne vais pas prononcer le mot allemand, qui est Gleichung, je crois, parce que je ne suis pas sûr de l'orthographe et de la prononciation. C'est de l'attention égale. Ça ne veut pas dire du tout que le psychanalyste n'écoute pas. C'est une erreur de le croire. Dans le texte de Freud, ça veut dire que l'attention du psychanalyste se porte également sur toutes les parties du discours. Quand on parle, on donne, le sujet qui parle donne valeur à certains mots et considère que d'autres sont secondaires ou périphériques. Quand il fait un lapsus, il le corrige pour dire ce qu'il voulait vraiment dire. Le psychanalyste, au contraire, va porter une attention égale à toutes les parties et évidemment, même électivement, sur les parties sur lesquelles le sujet ne met pas l'accent. Et donc, la traduction « attention flottante » est une mauvaise traduction française, elle ne permet pas de comprendre le texte, et c'est en lisant Lacan qu'on comprend ce que Freud, au XIXe siècle et au XXe siècle, a vraiment dit. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une erreur, Michel Onfray, de jouer l'historien antiquaire qui va lire Freud comme à l'époque, et qui me sort l'attention flottante qui vient d'une traduction française fautive. Quand même, dire les choses avec un peu d'accent. Je vous l'aurais dit gentiment, si vous m'aviez laissé, au moment où vous l'apportiez le mot, vous le dites. La possibilité de m'interrompre. Deuxièmement, voilà, où est-ce que je fais ma petite colère? Je suis un peu sous peau lèvre, vous m'excusez. Je vous en prie. Deuxièmement, le psychanalyste qui dort. Bon. Bien, moi, j'ai eu une patiente qui est venue, qui avait été 10 ans chez un ami. Et, à un moment, elle a constaté que il s'endormait. Et elle est restée. Elle est restée en pensant, le pauvre, il est fatigué. Et parce qu'elle éprouvait à ce moment-là une sorte d'un amour de transfert pour cet analyste. Donc, elle avait une sorte de tendresse pour le fait que, au fond, cet homme était si désarmé, il s'endormait. Elle est partie le jour où une amie à elle lui a dit que cet analyste avait une liaison adultère avec une femme et qu'il s'endormait parce qu'il avait passé la nuit avec elle. Et c'est cette jalousie-là qui l'a fait partir. C'est pas le fait pur et simple qu'il s'endorme. On peut donner au fait que l'analyse s'endorme une fois ou pas des sens différents. Faut pas croire aux faits et aux données brutes. En tout cas, la psychanalyse apprend à ne pas croire à ça. Et c'est pour ça que je trouve absolument sommaire votre opposition de l'histoire et de la légende. Ça, je trouve ça naïf et pas du tout nietzschéen. Tout est légende. Tout est légende depuis le début. Quand vous racontez votre vie avec Freud, c'est une légende. C'est la légende de Michel Onfray. C'est l'épopée de Michel Onfray racontée par Michel Onfray. Et donc, bien sûr, il y a une légende freudienne, il y en a eu plusieurs. Et le premier qui s'est moqué de la légende américaine, puritaine de Freud, ou américaine, elle a d'abord été viennoise, elle a été américaine, puritaine, c'est le premier qui s'en est moqué, c'est Lacan.
C'est lui qui a dit, au fond, Freud, qu'est-ce que c'était? Il était luxurieux. Il n'avait que sa femme. Il n'en avait qu'une. Il n'a jamais compris ce que voulaient les femmes. Il l'a dit, il l'a avoué. Et Lacan pensait qu'il était allé au-delà de Freud, par exemple, sur ce point. Et s'il y a une personne qui n'a jamais mordu, qui n'a jamais pensé que pour soutenir la psychanalyse et l'exercice de la psychanalyse, il fallait de la révérence à l'égard du père de la psychanalyse, austère, etc., et qui a laissé ça de côté, qui en a ri, en connaissant les choses, c'est Lacan. Et alors évidemment, je n'en reviens pas qu'un homme aussi, un homme que j'admire comme vous, j'admire en vous l'énergie. J'admire en vous, je suis stendhalien, j'ai un certain, comme disait Barès, un certain culte de l'énergie. J'ai admiré votre carrière, et j'admire votre carrière. Vous êtes comme Lacan. Lacan disait de lui-même qu'il était un self-made man, et vous êtes un self-made man. Moi, je ne suis pas un self-made man. Moi, je suis un héritier. Et vous, vous êtes un self-made man, et je m'incline devant ça. Je ne partage pas forcément toutes les orientations philosophiques. J'en partage certaines. Je veux dire, moi aussi, je suis populiste. Je me fais traiter de populiste par mes amis élitistes. Mais je n'en reviens pas de voir quelqu'un comme vous pouvoir dire d'un livre aussi abject, de la première à la dernière page, que le livre noir de la psychanalyse, qu'il y a du bon, il y a à prendre. Non, je dis que c'est une abjection. Quand vous parlez, je vous laisse parler, vous trouvez normal de parler, je vous laisse tout votre temps, je ne vous interromps pas, vous vous mettez en colère, vous m'insultez, bon, ça va devenir difficile. Si on pouvait recouvrer un peu de sérénité pour pouvoir échanger véritablement et courtoisement, ce serait bien. J'aimerais bien qu'on retrouve le ton courtois du départ et qu'on n'insulte pas les gens et que, voilà, moi je vous ai pas insulté, je dis simplement qu'un ouvrage dans lequel 40 personnes interviennent ne peut pas être un ouvrage de 40 abrutis. Donc je demande... je demande un droit d'inventaire, je demande la possibilité de lire un certain nombre de textes. Je peux faire, moi, une critique du livre noir de la psychanalyse en disant qu'un certain nombre de textes sont des textes qui ne m'agréent pas, qui ne conviennent pas, qui ne me plaisent pas, qui ne sont pas des textes qui m'intéressent. Les textes qui sont des textes militants pour attaquer une cause, pour en défendre une autre, ne sont pas des textes qui m'intéressent non plus, etc. Donc je dis, j'ai lu l'ensemble de l'ouvrage. Je trouve simplement que quand on était d'accord, vous et moi, tout à l'heure, pour parler de la psychobiographie, en se disant qu'elle était nécessaire et que c'était peut-être, soyons culottés un peu, peut-être une révolution philosophique aujourd'hui que de proposer une lecture psychobiographique de l'histoire de la philosophie, une lecture nietzschéenne. Moi, je respecte Lacan, qui est fils de son temps comme vous l'êtes, comme je le suis, et comme nous le sommes tous, et il y a un jour où dans un siècle... Respectons-nous tous. Non, mais oui, parce que dans un siècle, on rira des prétentions que nous avons aujourd'hui. Simplement, il faut accepter qu'on puisse être le fils de son temps et que je sois probablement moi aussi victime de mon temps en faisant cette proposition post-structuraliste qui est l'occasion de dire revenons au corps, revenons à la personne, revenons à la biographie, voilà. Donc moi, mon problème, je le disais tout à l'heure, il est par-delà le bien et le mal. C'est pas un problème pour moi que Freud ait été cocaïnomane ou qu'il ait couché avec sa belle-sœur. C'est pas ce qui me soucie a priori, mais je vois mal comment on pourrait faire une psychobiographie en oubliant la biographie. Et pour les mathématiques, par exemple. Eh bien. Pour un mathématicien. Oui. Comment vous voyez la jonction entre son œuvre et son... Ah, écoutez, moi, j'ai pas la prétention à l'universel, c'est-à-dire que j'ai essayé de le faire avec une dizaine de livres sur un certain nombre de grands peintres, de montrer comment chez un peintre ça peut fonctionner. Moi, je n'ai pas les moyens intellectuels. Son corps, comme disait Merleau-Ponty. Oui. Mais je n'ai pas les moyens intellectuels de savoir comment ça fonctionne chez Évariste Galois, par exemple. Ça, je peux pas, parce que moi, je suis incapable. Oui, donc moi, je suis pas mathématicien. Donc, je dis, vous qui l'êtes, vous sauriez probablement le faire. Moi, je ne sais pas. Parce que je suis incapable d'expliquer pourquoi, chez Poincaré, comment ça a pu marcher, chez Évariste Galois, ça a pu marcher, voire chez Einstein, chez des physiciens. Mais ça marche, Freud le dit lui-même, à l'évidence. Je vois pourquoi ça échapperait aux scientifiques. Donc, effectivement, les psychobiographies doivent fonctionner sur toutes les figures, y compris les figures historiques. C'est intéressant de faire une psychobiographie de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. C'était aussi une possibilité avec Mitterrand, avec De Gaulle, si on veut rester dans l'histoire franco-française. Je pense que la psychobiographie est l'occasion d'entrer dans ce genre de détails, et moi, je suis pas... Comme vous savez,
Freud s'est exercé à ça avec le président Wilson. Oui. Et quand il fait la psychobiographie du président Wilson, on peut faire sa propre psychobiographie. Pourquoi il déteste cet homme qui aimait tant son père? C'est aussi ça la question intéressante du président Wilson. Pourquoi est-ce que dès la première page, il nous dit qu'il déteste ce type alors qu'il nous a fait savoir théoriquement qu'il ne fallait pas rentrer dans la logique d'une psychobiographie d'un contemporain et sûrement pas donner des détails. De quelles données on dispose pour Bien faire sûr. Cette psychobiographie. Bien sûr, et on sait que quand il a travaillé avec Bullitt, il a porté des informations de type biographique, mais de fait, vous avez raison, c'est une perspective, c'est toujours une perspective. Vous appelez ça une légende, moi je distinguerais les choses. Votre terme, pour Freud. L'histoire et de la légende. Oui, parce que dans des termes un peu vifs, je voulais vous marquer que je ne croyais pas de Nietzschéenne cette opposition. Si, parce que je pense que la légende n'est pas la perspective. Que vous me disiez que ma découverte de Freud sur un marché d'Argentan quand j'ai 14 ans est une légende, je vous dis non. Que ce soit une perspective, oui. Une légende serait que j'ai découvert Freud à 20 ans et que je fasse savoir... C'est un mensonge. Eh ben, c'est ce que j'appelle une légende, c'est-à-dire la légende dorée. La légende, c'est une histoire enjolivée, c'est une histoire fausse, c'est une histoire, je songe, probablement parce que mon passé est catholique, je songe à la légende dorée. Positiviste, pour tout dire. Je suis étonné de rencontrer un Nietzschéen positiviste qui croit aux faits bruts. Oui, j'allais dire, c'est autour du concept de fait et de votre saisie de ce concept que le débat tourne. Là. Mais un fait brut est que, par exemple, Freud s'est trompé sur la question du soin avec la cocaïne et a détruit les textes qui font la preuve qu'il s'était trompé avec l'usage de la cocaïne. Ça, c'est un fait brut. Alors, je peux être un Nietzschéen qui va faire quelque chose avec ce fait brut en disant que l'idée que Jones, qui contribuait à la matrice de toutes les biographies, ait pu donner une version légendaire de cette aventure, suppose que nous fassions de l'histoire en expliquant que de fait, il s'est trompé en disant qu'il fallait injecter des substances, que les substances, il avait écrit qu'il fallait les injecter, que son ami en est mort de cette injection, qu'il a dit qu'il n'avait jamais fait savoir qu'il fallait une injection et qu'il fallait une absorption, que des textes témoignent que Freud a dit une chose puis qu'ensuite il a dit le contraire, qu'une légende nous propose aujourd'hui un Freud ne s'étant jamais trompé sur cette question-là, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse comme Nietzschéen. Parce que, de fait, cette légende est un mensonge. La légende dorée, c'est quoi? Jacques de Voragine, quand il nous dit que Denis, par exemple, décapité, prend sa tête sous le bras et s'en va, etc. On est d'accord, c'est une légende. Elle est à des fins hagiographiques, cette légende. Et je dis, si on veut vraiment sauver Freud, eh bien, faisons de l'histoire. Il n'est pas question pour moi de détruire, il est question de faire un droit d'inventaire en essayant d'expliquer. On est peut-être sur quelque chose de périphérique, malgré tout, par rapport à l'objet du débat. Moi, je croyais, j'aurais été ravi de discuter les 10 thèses que vous avez... Allons-y. Voilà. Allons-y. Alors, comme je ne sais pas combien de temps on consacrer à ça, je vais c'est permettre plutôt d'aller... vous le maître de débat, je veux dire, parce que si on démarre sur les 10 thèses, on va... Là, on a l'année, là, on va... Voilà, je vais rassembler... Les élus, et il me semble qu'on peut rassembler, par exemple, les deux ou trois premières. Laissez-moi le faire très vite, puisque j'avais préparé un peu ça, et que j'avais même écrit à ce propos, je n'ai pas la date ici, mais c'était avant que je sois sollicité pour parler avec vous, ce que j'ai accepté tout de suite. Et je dirais qu'il formule à l'endroit de Freud des critiques pointues, révélant un esprit clair, positif et relativement bien informé. J'irais jusqu'à dire qu'elle est considérée de près, je suis en désaccord formel avec aucune de ses thèses, sinon avec la conclusion qu'il en tire sans doute, à savoir que la psychanalyse est ipso facto à éradiquer, quand je pense qu'elle est à promouvoir, mais c'est un détail. Et donc j'avais discuté très rapidement des thèses, et je vais pas vous donner lecture de l'ensemble, mais rapidement. La première thèse, donc, qui est son épistémologie, procède de la typologie littéraire. Je disais sans doute l'épistémologie de Freud ne relève-t-elle pas seulement de la littérature. Monsieur Onfray semble méconnaître son allégeance au scientisme de son temps, l'allégeance de Freud au scientisme de son temps, qu'évoque Lacan, avec les noms de Helmholtz et de Dubois-Raymond, encore son intérêt pour les constructions de Brentano, qui marque un texte aussi fondamental que l'Hivernais. Mais il faut convenir que l'information de Freud n'était pas dans ce domaine ce que l'on aurait pu souhaiter. Son peu de goût et de respect, même sa méfiance, défiance, méconnaissance envers la philosophie, son ignorance de Freud et de Husserl, les débats du cercle de Vienne, qui pourtant existaient de façon informelle dès avant la Grande Guerre, et même de Wittgenstein, sans omettre le divin Ferdinand Saussure du nom. Tout ça, Freud ne sait pas.
Le génie de Freud subvient à tout, c'est entendu, il n'en est que plus éclatant, il n'empêche que c'est la béance de ces trous qui donnèrent champ libre à Lacan pour faire en 1953 une entrée fracassante dans la psychanalyse. Alors, Lacan a pris, lui, en charge toutes ces négligences et ces omissions de Freud. Ça, c'est ce que je propose. Alors, Michel Onfray dit le corpus de Freud est un capharnaüm spéculatif et non un continuum doctrinal. Alors là, je disais, on sourit. Il est exact que le corpus de Freud est assez kitsch. Mais depuis quand le corpus des références d'un penseur doit-il être un continuum doctrinal? Je croyais au contraire qu'on appréciait chez ceux qui pensent l'étendue et la diversité de l'information. En quoi le corpus d'Aristote est-il un continuum alors qu'il avait tout lu, avait un avis sur tout, depuis les parties des animaux jusqu'à l'art d'embobiner son prochain, la rhétorique, on appelle ça. Et Leibniz, plus Capharnaüm, tumeur. La liste des cours de Kant donne le tournis. Et Hegel, qui croyait avoir rangé tout le savoir humain dans sa petite caserne conceptuelle, dans son palais d'idées. Je ne suis pas sûr que M. Onfray apprécie comme moi l'idéalisme allemand, mais si l'on prend les empiristes écossais et anglais, ou aussi Gilles Deleuze, c'était de merveilleux touche-à-tout. Et c'est aussi ce que j'apprécie chez M. Onfray quand il m'arrive de dire, par exemple, dernièrement, pas une idée pour un sou, hyperor age continu de omni re civili, et qu'il vous a mal lui, avec un aplomb de sénateur et une verve de battleur qui force l'admiration, et on fait sa fortune. Non, le corpus du penseur n'a nullement à être un continuum doctrinal, ceci n'a point de sens. C'est la doctrine dont on peut, sous certaines réserves, admettre qu'elle doit se présenter comme un continu, c'est-à-dire sans solution de continuité. Et à cet égard, Freud, qui s'est consacré à la même expérience durant tant d'années, en produisant continuellement une somme gigantesque en transformation continue, comme par déformation topologique, est, je crois, imbattable, au pied de la continuité. Et Lacan, 30 ans à doctriner toutes les semaines. Et plus l'effort doctrinal est continu, plus il importe que le corpus référentiel soit large et diversifié. Or, je l'ai déjà dit, celui de Freud est sur certains points cruciaux insuffisant, donc accordant à Michel Onfray que le corpus freudien prête le flanc à la critique, mais peut-être moins tout de même que l'épistémologie du dit Onfray à en juger par cette thèse. On peut peut-être s'arrêter là, parce que je suis pas utile, je suis pas présent. Si vous voulez, vous continuez sans moi. Mais non, mais je veux dire, on avait prévu un débat. Non, pour recentrer. On avait prévu un débat. Je suis là, si vous permettez, parce que là, sinon, je suis venu exprès. Donc, on peut faire l'économie du débat. Mais j'aimerais qu'on débatte, sans que vous mettiez en colère et sans que vous lisiez des réponses. Et je suis là pour ça. Je veux dire, c'est la négation du débat. On est d'accord, mais vous pouvez le ressentir. Non. C'est à vous que je laisse la parole. Mais je pense que sur cet aspect, ces deux premières thèses, donc l'œuvre de Freud est une autobiographie philosophique et le capharnaüm spéculatif, il me semble qu'on en a parlé. Peut-être qu'on a moins... Mais je peux répondre à Jacqueline en deux mots, parce que j'aime bien que vous ayez ces idées, parce qu'on peut échanger là-dessus, je suis d'accord. L'idée du capharnaüm, elle n'est pas dans le fait qu'on ait pu toucher à tout, qu'on ait pu toucher à des sujets divers et multiples, c'est pas ça, au contraire. Vous avez gentiment, en plus de ça, considéré que je le faisais aussi, donc je vous en remercie. Le problème, c'est dans la contradiction. C'est pas dans le fait qu'on puisse trouver des choses diverses et multiples. Le capharnaüm, pour moi, il est doctrinal. J'ai bien dit capharnaüm doctrinal. Vous avez oublié doctrinal. Le capharnaüm doctrinal, il suppose qu'on est une chose et son contraire, et le contraire encore, et encore autre chose. Et vous ne trouverez pas ça chez les gens dont vous avez parlé. Chez Leibniz, chez Kant, chez Hegel. Oui, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, il n'y a pas des moments... Formidable. Des contradictions non plus. Non. Donc je trouve que... ça, c'est à vous de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de faire de telle sorte qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que j'ai publié ça. Je dis pas ça. J'ai pas dit que c'est justement parce que je trouve que il faut éviter dans son existence d'avoir 3 livres dans lesquels on aura dit des choses extrêmement diverses et multiples. C'est mon désir à moi. C'est-à-dire, effectivement, j'ai pas un trajet qui fait que je serais passé, comme Lacan, de Maurras au soutien du FLN, en passant par, etc. Donc, chacun a le droit aux contradictions, mais est-ce qu'on peut les signaler sans être pour autant insultant? Voilà. Donc, je dis simplement que le texte dont vous parliez, Essai de psychologie scientifique, dit une chose. Métapsychologie dit autre chose. Au-delà du principe de plaisir, dit autre chose. Donc, il y a des moments où on se dit, mais où est le Freud qui nous permettra de dire qu'il existe un corpus freudien. Pardon. Il y a 2 grandes ruptures dans l'œuvre de Freud. Il y a ce qu'on appelle la première topique, où il distingue inconscient, préconscient, conscient. Et la seconde, ça, moi sur moi. On est d'accord. Pourquoi est-il passé de l'une à l'autre? Il faut bien dire que l'ensemble du mouvement analytique, à un moment, s'est rallié à la seconde topique. Et que
ça a servi de fondement à ce qui s'est appelé, ce qui a été l'ego-psychologie, c'est-à-dire la doctrine, après la mort de Freud, qui a été prise en charge à New York par le triumvirat Loewenstein, Chris et Hartmann, qui ont dominé la psychanalyse d'après-guerre avec l'appui d'Anna Freud. Donc ils ont considéré que, ils ont élaboré, ils ont présenté la psychanalyse aux Américains comme étant une forme développée de psychologie fondée sur l'ego, parce que Freud, qui était un des termes de cette topique, l'ego qu'il s'agissait de renforcer par rapport au ça représentant les pulsions, le corps, etc., et le surmoi, les idéaux, bon. Et donc on avait une sorte de moi opprimé par ces deux forces contraires, la terre et le ciel, en quelque sorte, et il s'agissait de fortifier le monde. Et le premier mouvement de Lacan 53 a été de s'opposer à cette lecture américaine, qu'il a considérée comme étant une doctrine d'immigrés voulant gagner installer la psychanalyse en Amérique en cédant aux idéaux de l'American Way of Life. Et Lacan, d'ailleurs, ils n'ont d'une certaine façon pas pardonné à Lacan, et 10 ans plus tard, en 63, ils l'ont excommunié, alors qu'il a passé 10 ans, en effet, à dénoncer l'ego-psychologie, qui est aujourd'hui oubliée, mais qui reste la colonne vertébrale de l'Église psychanalytique. Comme Lacan emploie l'expression. Bon. Et l'innovation de Lacan, au départ, dans ce texte qui m'avait foudroyé, que j'ai évoqué, rapport et champ, c'est que lui privilégie la première topique. Et donc, privilégie en effet les textes que j'ai adorés, l'interprétation des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne, et le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, qui sont des livres que tout le monde peut lire, si on laisse de côté les élucubrations théoriques, qui sont riches d'une multitude d'exemples, et qui ont été largement accrédités. L'idée du lapsus, l'idée de l'oubli symptomatique, tout ça est passé vraiment dans la culture en général. Bon. Et Lacan a retrouvé, au fond, cette gaieté première de l'inconscient. Alors que la seconde topique, c'est la pulsion de mort aussi, c'est les approches de la Deuxième Guerre mondiale, Bon. Pourquoi Freud est-il passé de l'une à l'autre? C'est qu'au début, la psychanalyse, ça a marché formidablement. Les analyses, c'était quand on voyait 3 fois Freud, on allait se promener avec lui dans le jardin, c'était déjà une année. Quand on faisait une année ou deux, c'était vraiment le maximum. Et en effet, tout était nouveau à l'époque. Quand vous disiez, mais quand vous étiez petit garçon, vous étiez amoureux de votre mère, les gens tombaient à la renverse. Bon, aujourd'hui, c'est les patients eux-mêmes vous le disent, ou enfin, vous n'allez pas leur faire une interprétation comme ça. Si vous interprétez à partir de l'Oedipe, tout le monde lit ça dans les magazines. Et même, et plus encore. Bon, et puis le père n'est plus ce qu'il était aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté progressivement à partir de 1910-12? C'est que les analyses s'allongent. Ça a moins d'effet. D'autres facteurs interviennent. Il y a des stagnations. Et de tout ça, Freud essaye de le conceptualiser. Il invente le concept de répétition. À savoir, de cette stagnation même, il essaye de tirer un concept. Et puis, pour désenclaver, disons, la pratique de la psychanalyse, il faudrait rentrer dans le détail, il invente la seconde topique qui ne se comprend que lorsqu'on lit les textes du point de vue de la difficulté de la pratique. Et il l'invente d'une façon tout à fait opposée à ce qu'on a fait l'ego-psychologie. C'est au contraire, c'est pas du tout l'ego qui met en place, c'est absolument pas une ressucée du vieux, du moi qu'on aurait à renforcer le moi du monde. C'est un ego dont Lacan a dit finalement qu'il était un bric-à-brac, un capharnaüm, je crois qu'il emploie le mot, un capharnaüm d'identification imaginaire qui n'a aucune consistance, et bien sûr ça fait sur certains points tout à fait écho à des thèses nietzschéennes de ce point de vue-là. Bon. Et Lacan s'est acharné à faire varier et à faire varier le cogito cartésien pour créer ce qu'il appelle le sujet de l'inconscient par opposition, mais en décalquant et en modifiant le cogito cartésien. Bon. Alors, moi j'en ai rien à dire sur ça, parce que les deux topiques, il le dit lui-même, Freud, ce sont elles ne sont pas dans la contradiction. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne pense pas que la seconde topique soit une contradiction de la première. Il nous le dit lui-même, Freud, il est dans un système allégorique et métaphorique. Il change d'allégorie et de métaphore. Moi, j'ai rien à reprocher à ça. Au contraire, ça va dans mon sens nietzschéen pour le coup, puisque
La seconde topique, elle est un pur produit de ce que la Première Guerre mondiale, vous avez raison de parler de la deuxième qui s'annonce, mais il y a la première qui a eu lieu, on est en 1920. Donc, ses fils qui sont allés au front, donc la mort de sa fille, enfin l'idée qu'il y ait effectivement des vraies raisons pour Freud de se soucier de la pulsion de mort et de réintégrer un autre système allégorique n'est pas quelque chose qui me gêne, pas du tout. Au contraire, ça, ce sont des ajustements que je n'intégrerai pas dans la logique du Capharnaüm. La logique du Capharnaüm, elle suppose beaucoup d'autres choses. Elle suppose effectivement l'essai de psychologie scientifique, la métapsychologie, elle suppose qu'on ait pu avoir les cures avec Breuer, et puis qu'on ait pu avoir des usages divers et multiples, enfin des thérapies, le psychrophore, enfin dans 1910, Freud utilise toujours des sondes qu'il fait entrer dans la verge des onanistes pour les guérir de l'onanisme. Donc je dis, ce sont des correspondances avec Binswanger qui nous font savoir ce genre de choses, alors qu'il nous dit que la psychanalyse peut tout. Donc moi, je ne reproche pas l'évolution intellectuelle de Freud sur des questions d'allégorie et de métaphore, puisqu'il nous dit lui-même qu'il est dans une perspective allégorique et métaphorique et qu'il y ait une première et une seconde topique. Ça, je trouve que, au contraire, c'est même plutôt un signe de qualité intellectuelle et d'évolution, de précision. Donc c'est pas sur ce sujet-là que je dirais qu'il y a Capharnaüm. Je dis qu'il y a Capharnaüm sur beaucoup d'autres sujets. Moi, j'ai pas envie d'être trop long et de monopoliser, mais je vais passer un ou deux cours sur cette question du Capharnaüm parce que j'ai pointé un certain nombre de choses qui sont en contradiction avec les unes les autres. Alors ça, ce sont deux thèses. On peut se donner une règle du jeu. On va les rassembler peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il y a également dans ces différentes thèses une autre ligne de critique qui est une ligne de critique cette fois-ci sur la morale qui se dégage du corpus freudien, et on en a relativement peu parlé. Ce n'est pas une œuvre qui incite à la libération de l'éros, mais c'est une œuvre qui participe d'un certain refoulement de la chair. Non, ce n'est pas une œuvre libératrice, mais c'est une œuvre qui conduit au conformisme bourgeois. Enfin, ce sont les thèses 5 et 7, je crois comme ça que je rassemble. Et là, effectivement, sur le type de morale, oui, sur la forme de vie qui peut être inspirée par l'œuvre de Freud, je pense que vous auriez chacun un mot c'est différent à dire. Oui, il faut distinguer ce qu'a été la vie de Freud lui-même, qui est à la fois une vie de travail, de dévouement à sa découverte, une vie qui a été d'ambition. C'était un homme qui a été ambitieux. Les Américains avaient essayé de cacher ça, bien sûr. Il est occupé depuis très jeune par l'idée d'être un grand homme, de gagner de l'argent, d'exister, etc. Le saint Freud qu'on nous a présenté est tout à fait une image de vitrail. Mais c'est une vie en même temps étriquée sur certains plans, en particulier vraisemblablement sur le plan sexuel, encore qu'on a l'espoir qu'il y ait eu des telle liaison qui a été méconnue. C'est une vie, bon, si je dois dire l'élément de légende qui s'attache à ça, c'est une vie que personnellement j'admire pour sa concentration, pour la concentration de l'énergie et pour cette extraordinaire production intellectuelle poursuivie pendant des décennies, sans jamais lâcher l'objet en question et en essayant en effet plusieurs approches, plusieurs biais, en ne sacrifiant jamais ce qui ne cadre pas avec la construction précédente, mais au contraire trouvant dans ces émergences qui contredisent ce qu'il a pu dire, eh bien, le ressort de reconstruire. Et donc, c'est une vie que j'admire, comme j'admire la vie d'un certain nombre de grands mathématiciens ou de grands écrivains. Bon. Ensuite, il y a, mais évidemment, c'est marqué par des limitations, en particulier à l'endroit de ce que les psychanalystes appellent grossièrement l'objet féminin. Bon. Il faut distinguer ça de ce qu'a été, alors, la vie d'un certain nombre de ses élèves. Ceux qu'il avait rassemblés au début, c'était une bande il appelait ça sa bande. C'était des bohémiens. C'était pas la crème de la société viennoise. Autour de ce juif, ce petit médecin juif qui rassemblait ses élèves dans son salon, il y avait plutôt des rejects de la société. Il y avait plutôt des laissés pour compte. Bon,
et qui avaient, et c'est ceux-là qui ont été les apôtres de la psychanalyse. Ça n'a pas été la crème de la société, les aristocrates, la haute bourgeoisie de je ne sais quelle ville, ça a été cela. Ensuite, la morale qui se dégage de l'œuvre de Freud. Est-ce qu'il y a une morale qui se dégage? Laissez-moi la finir. Mais il y a une morale qui se dégage. Mais je vous explique qu'il y a sa vie. Vous me parliez de forme de vie. Il y a la forme de vie de Freud. Il y a la forme de vie de ses premiers élèves. Et puis ça arrive dans les mains des Anglais, des Américains qui dominent la psychanalyse et qui la marquent d'un puritanisme dont on n'a même pas idée, et d'un formalisme qui a été très bien décrit par une journaliste américaine du New Yorker qui s'appelle Janet Malcolm, qui a d'ailleurs interviewé Masson une fois qu'il a publié les choses. Elle a fait un livre avec lui, mais elle a fait dans les années 50, elle décrivait la pratique de l'analyste new-yorkais qui, pour que tout l'analyste ne compte pas, se neutralise, ils s'obligeaient à s'habiller toujours de la même façon. Et quand ils avaient leur veste était élimée, ils retournaient au même endroit pour acheter la même veste. Il fallait que rien n'ait bougé. Et en plus, il fallait témoigner au patient aucune attention affectueuse, c'est-à-dire un patient raconte, il arrive la tête entourée de rubans, enfin, il a eu un accident très grave, et l'analyste lui montre le divan sans dire un mot, sans même reconnaître la chose. Voilà la pratique et la forme de vie, vous imaginez. Alors, interdiction que l'analyste rencontre le patient dans aucune occasion de la vie sociale, donc les patients ne peuvent pas suivre les cours, n'ont pas le droit de suivre des cours de psychanalyse, et c'est vraiment pour être admis à ça. Bon, vous imaginez le scandale, là, quand ces patients sont dans la salle, écoute, quand il fait le séminaire, ça a été une révolution. Donc, vous avez le style de la Nouvelle-Angleterre, la forme de vie de la Nouvelle-Angleterre, qui n'est pas la forme de vie de la psychanalyse, c'est comment ceux qui ont été marqués par l'esprit prussien, puis par l'esprit de la Nouvelle-Angleterre, interprètent la psychanalyse. C'était déjà très différent de la forme de vie en Amérique latine. J'ai eu des patients qui ont été formés par un type qui s'appelait Angel Garma, de Buenos Aires, et lui disait « faut baiser. Vous avez un problème, faut baiser ». Et c'était l'interprétation principale qu'il faisait aux patients, c'était coucher et ne vous occupez pas du reste. Et puis vous avez la version de Lacan, la forme de vie de Lacan, qui est assez, dont je voudrais parler cette année, qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus cynique, d'un cynisme supérieur, il a prononcé le mot lui-même, d'un certain cynisme supérieur, et en même temps, il avait comme Sartre a pu dire qu'il n'y avait pas de surmoi, ben Lacan disait qu'il en avait un, et que ce surmoi le faisait travailler tout le temps. Et il n'en tirait pas plus de gloire que ça. Et c'est vrai que je l'ai connu pendant 16 ans. Moi, je crois qu'il était plus dissipé dans les années avant. Il a été plus mondain dans les années 50. Moi, je l'ai connu à partir de 64. Et j'ai connu un homme qui travaillait tout le temps, comme j'étais chez lui à la campagne. Il était à 6 h du matin avec ses dictionnaires. Et quand il avait un truc à me demander, il s'occupait de savoir si j'étais réveillé ou non. Il téléphonait. Et Jacques Alain, est-ce que vous pouvez me trouver ceci ou cela? J'ai connu cet homme-là. C'était une autre forme de vie, et celle qu'il a développée, la morale qu'il a développée, est une morale. Et c'est beaucoup plus trouver votre singularité. C'est beaucoup plus faites comme moi, ne m'imitez pas. Bien sûr qu'on l'a imité, et bien sûr qu'il ne supportait pas qu'on l'imite. Et bien sûr que le charabia, à un moment, son style a été tellement prégnant qu'on voulait écrire comme lui. Moi-même, qui était formé plutôt par Molière, mon français c'est Molière, ou c'est Stendhal, etc. À un moment, il y avait toute cette pression, il y avait Foucault, on lisait Derrida, on lisait Lacan, etc. Et pendant des années, je me suis tordu. J'ai tordu par admiration pour être conforme. Je me suis ensuite libéré de ça. Et la forme de vie, la morale, pour prendre vos termes, la morale lacanienne, c'est une morale de la singularité. C'est trouver la voie de votre désir, et on peut l'accuser d'être asocial, etc. C'est trouver la voie de votre désir et assumer ses conséquences. Sachez qu'il y a des conséquences à ce que vous faites et à ce que vous dites. Et mangez-les, ces conséquences. C'est, à un moment, il a fait cette doctrine, mange ton dada. Bon, eh bien, et tu fais ceci, c'est bien. Et sache que tu en payeras le prix. On en paye le prix. On paye le prix des choses qu'on fait, on paye le prix des choses qu'on dit,
on paye, et on les paye soit, ou c'est vos descendants qui les payent. L'idée légendaire aussi que nous serions dans avec Freud dans une logique de philosophie des Lumières au XIXe siècle et au XXe siècle, qu'il y aurait une espèce d'optimisme, en fait on a un pessimisme tragique chez Freud, c'est-à-dire le malaise dans la civilisation. Je reprends les vieilles traductions, l'avenir d'une illusion, ou même l'homme Moïse et le monothéisme, qui sont des textes extrêmement tragiques, assez désespérés, mais en même temps très lucides. Et il nous dit, voilà, la civilisation, elle se constitue, lecture de la généalogie de la morale de Nietzsche, la civilisation, elle se constitue par la répression des instincts. Et c'est la répression des instincts qui rend possible la civilisation et la culture. Et c'est parce que d'ailleurs il y a une répression que la sublimation rend possible la peinture, la musique, la littérature, les mathématiques, la philosophie, etc. Donc il nous dit, mais l'idéal, ce serait effectivement que chacun puisse trouver ce serait Lacan, d'une certaine manière l'idéal, ce serait que chacun puisse trouver son désir, satisfaire son désir, et voilà. Mais l'idéal n'est pas de ce monde, la réalité est ainsi faite qu'on a besoin de cette répression, parce que finalement, je supprime on a besoin, il ne dit pas on a besoin, il dit on ne peut pas empêcher le fait que la répression des instincts soit là, puisque c'est ce qui constitue la civilisation elle-même. Donc il dit voilà, c'est tragique, c'est ainsi, il n'y a pas à se réjouir en disant il faudrait, etc. On devrait pouvoir changer 2 ou 3 petites choses. Dans les correspondances, il dit qu'il faudrait des académies d'amour, où on puisse enseigner la question de la sexualité. Dans la correspondance avec Flitz, il dit que ce serait quand même bien si vous pouviez trouver un contraceptif vraiment idéal, parce que les moyens contraceptifs tout de suite, c'est plutôt, ça empêche la jouissance, quand même. C'est quand même très répressif. Et puis, il y a une espèce d'obsession anti-masturbation, par exemple, jusqu'à 8 séances dans les premiers temps, avec les premiers psychanalystes, consacrées à la question de l'onanisme. Et là, il y a un capharnaüm, c'est-à-dire que les 3 essais sur la théorie de la sexualité disent des choses sur l'homosexualité et sur la masturbation, que j'ai bien fait de lire à cette époque-là, parce que le restant de l'œuvre ne le dit pas. C'est-à-dire que la théorie nous dit, sur cette question capharnaüm, donc, et pas sur la question des topiques, qu'il y a un développement particulier, avec des stades, etc., enfin une évolution sexuelle, et qu'une évolution sexuelle suppose que nous puissions trouver un objet de fixation pour notre libido, qui est le sexe opposé, point à la ligne. Et puis il y a des gens qui, en cours de route, s'arrêtent, et qui sont les homosexuels. Donc ils sont inaccomplis, inachevés. Il y a une pensée qu'on pourrait dire homophobe chez Freud. Il nous dit que effectivement la masturbation c'est la même chose, c'est-à-dire que d'une certaine manière on n'a pas trouvé son objet, et il la condamne moralement en disant que c'est une sexualité simple, que c'est une sexualité sans autrui, que c'est une sexualité facile, que c'est une sexualité qui est narcissique, et il est tout à fait contre le narcissisme, puisque pour lui, le narcissisme, il reproche ça à Nietzsche d'ailleurs, narcissisme et homosexualité, ça entretient une relation. Donc il considère qu'on est inaccompli, qu'on est inachevé, qu'une femme, c'est un garçon qui n'a pas évolué. Donc je pense que sur cette question de la misogynie, de la phallocratie, ou de l'homophobie, d'une certaine manière, sur la question théorique, parce que rendons grâce et faisons de l'histoire anecdotique et de l'histoire d'antiquaire, il y a un moment dans son existence où Freud signe une pétition en faveur des homosexuels. Voilà. Donc c'est important de le savoir, de mettre en perspective l'idée que publiquement, sa fille était devenue lesbienne et il le savait aussi, mais publiquement, il dit les homosexuels ne sont pas des anormaux. Donc ça, c'est important de le savoir. En même temps, l'œuvre nous dit qu'effectivement, il y a un degré d'inachèvement chez l'homosexuel. Je suis vraiment content, c'est que quand Michel Onfray va lire Lacan, il va trouver que Lacan, c'est justement à choquer ce fait. Non, mais je l'ai lu, vous savez. Je l'ai lu, simplement. Il a donné justement à libérer la dynamique même de la découverte de Freud. C'est-à-dire, en effet, Lacan, c'est tout à fait l'idée d'un développement rigide qui a été encore rigidifié par Abraham dans son livre sur le développement de la libido. Lacan le défait d'une façon sartrienne. C'est-à-dire, il explique que c'est pas une affaire de développement, ça c'est une affaire d'histoire qui fonctionne rétroactivement et qui réordonne les événements et leur donne un autre sens. Bon, j'aimerais aller chercher mon volume des écrits et vous lire vraiment une page très claire du rapport de Rome. C'est la fin de la première partie, je crois, où justement il s'élève contre cette idée de développement fixe, etc. Et puis n'oubliez pas, alors sur cette thèse, le garçon est fait pour la fille est faite pour le garçon, Lacan est celui qui a fini par formuler et qui a commenté ce grand principe, il n'y a pas de rapport sexuel, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle, qui veut dire qu'il n'y a justement pas cette appropriation, que le langage fait que chez l'être humain, disons, ou le par-l'être, comme Lacan l'appelait, chez l'être qui parle, il n'y a justement pas
à la différence des animaux, il n'y a pas cette destination d'un sexe pour l'autre, et que chacun invente son propre mode de jouir, qui est aussi un concept de Lacan, le mode de jouir. Il appelle, il prend pour le désigner le terme ancien de symptôme, symptôme, chacun son symptôme. Et donc l'invention que chacun fait de son chemin vers le sexe, de son usage du sexe, qui peut être l'usage solitaire, qui peut être l'usage hétérosexuel, qui peut être l'usage homosexuel. Il y a une sorte d'égalité chez Lacan. Je vous ai fait une remarque de Pion tout à l'heure sur l'attention flottante en disant que c'était l'attention égale, mais aussi sur le domaine sexuel, il y a une sorte d'égalité, il ne faut pas croire. Et même Lacan, disons cette ségrégation, alors qu'il a été psychiatre, qu'il a fait beaucoup pour qu'on distingue cliniquement la névrose et la psychose. Et Françoise Gorob, qui a enseigné dans votre université, était une grande spécialiste de ça, qui a été scandalisée, Françoise Gorob, comme moi j'ai restitué le dernier enseignement de Lacan, qui va même au-delà de la différence de névrose et de psychose. Et Lacan a dit à un moment, tout le monde est fou, on a pris ça pour une blague, et moi j'ai donné un sens profond à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a un sens où le nom du Père, ça n'est que l'expression d'un certain symptôme. Un symptôme collectivisé, plus facilement collectivisable que d'autres, mais qui quand même pour chacun est le résultat d'une invention singulière. Et donc tout le monde est fou veut dire qu'il y a pour l'espèce humaine des éléments qui manquent, qui faisaient que Rousseau disait l'espèce est perfectible. Eh bien dans ces trous, il y a justement des inventions singulières. Et ce qu'on retrouve en psychanalyse, c'est cette singularité qui se loge, cette singularité, cette invention qui se loge dans les trous de ce qu'on croirait être l'universel, de l'espèce. Alors, je vous propose un dernier tour de parole autour d'une autre ligne qu'on trouve dans les thèses. Enfin, ça demande de les rassembler un petit peu, mais il y a un vocabulaire qui revient à plusieurs reprises. Il est dit que dans la thèse 4 que la psychanalyse est un procédé magique, que cette thérapie n'est pas une technique scientifique. Il est dit également que la constellation freudienne ne suppose pas de contrat intellectuel, mais une affiliation religieuse. Et enfin, la thèse 10 évoque l'idée qu'il n'y a pas d'écriture rationnelle dans l'histoire du freudisme, mais une narration légendaire. Donc légende, religion, procédé magique. Sur le résumé du cours, on voit aussi que pour vous, ce n'est pas une science, mais je crois que vous employez le terme de croyance post-religieuse, ou enfin... Une religion d'après la religion. Une religion d'après la religion, oui. Une religion post-chrétienne. Voilà. Donc on trouve là légende, religion, magie. Là, peut-être, Michel Onfray, vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là, quel est cet angle d'attaque, et puis ensuite... Oui, c'est beaucoup, et je vais essayer d'être rapide et concis. Enfin, sur la question de la pensée magique, je n'ai pas de mépris pour la pensée magique, entendons-nous bien. Quand je dis que la pensée freudienne est une pensée magique, j'ai du respect pour les pensées premières, les pensées primitives. Au contraire, je trouve même que ce sont les matrices de toutes les autres pensées, et que la pensée rationnelle n'est pas le fin mot de la pensée, et qu'il y a d'autres pensées que la pensée rationnelle. Simplement, on a un discours qui est le discours de Freud qui nous dit, voilà, je suis dans une logique scientifique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le paradigme du 19e siècle, voilà, c'est un paradigme positiviste avec lequel il faut compter, mais il y a une pensée magique, d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle Freud n'a pas inventé la psychanalyse, puisque, sur le mode un peu ironique, mais le mot lui-même, il ne l'a pas inventé. Il parlait de psychoanalyse. Et c'est Forel et quelques autres qui parlaient de psychanalyse. Et il s'est rendu à l'évidence de Forel et de quelques autres pour accepter psychanalyse. Mais à l'origine, lui, il parle de psychoanalyse. Quant à la chose, elle est aussi vieille que le monde. Je pense que le chamanisme dont parlait Lévi-Strauss est une bonne clé pour pénétrer ce monde. Donc je suis pour le chamanisme. Je suis allé au pôle Nord avec mon père, je suis allé dans ces endroits où j'ai voulu voir comment fonctionnait le chaman, ce qu'était une pensée chamanique, comment les choses étaient organisées dans le chamanisme, et je trouve ça très bien. Quand je dis, voilà, il y a eu une pensée chamanique avec le théâtre tragique grec, et quand à Épidore, par exemple, on soignait, on guérissait avec le verbe dans la logique du logothérapeute, puisque pour moi Freud est un logothérapeute, c'est-à-dire qu'il soigne et qu'il guérit avec le verbe, parce qu'on est dans une logique placebo.
Et la logique placebo, elle existe. On sait aujourd'hui qu'avec des molécules chimiques, il y a 30% d'un effet placebo avec des molécules chimiques qui n'existent pas. On sait que dans l'effet placebo, 30% d'un médicament vont guérir véritablement des gens. Donc il faut composer avec le psychosomatique, pour utiliser un mot un peu simplé ou simpliste. Et Freud est un moment qui cristallise le psychosomatique, la logothérapie, la pensée magique, dans un moment qui est celui du 19e. Et on a bien vu avec Jacques Alain comment le 20e siècle est un moment qui permet de cristalliser autrement, avec Lacan, et pour le coup avec d'autres acquis, structuralisme, linguistique, etc., Saussure et autres. Oui, pensée magique. Il y avait quoi la question de la religion. Alors, la pensée magique, vous ne rejetez pas cet aspect, mais vous l'affirmez, vous affirmez sa présence dans l'œuvre de Freud. C'est une pensée magique. Et la religion, par contre? Alors, la religion, pour le coup, elle suppose, la définition que j'en donnerai, c'est une vision du monde qui suppose l'existence d'un arrière-monde qui donnerait son sens à ce monde-ci. Il y a un arrière-monde chez Freud qui est le monde du postulat, qui est le monde du performatif. Il pose l'existence du complexe d'Édipe. Il pose l'existence de la phylogénèse du complexe d'Édipe. Quand on lit les lettres à Fliss, la chose est très simple. Il dit, entre telle date et telle date, entre tel endroit et tel endroit, je me suis trouvé avec ma mère dans un endroit où je n'ai pas pu ne pas l'avoir nue. Il ne dit pas les choses autrement, vous confirmez. Dans la lettre à Fliss, il nous dit, je ne peux pas ne pas l'avoir vue nue. Bon, d'accord. Et il conclut ensuite que cette chose qu'il a ressentie, eh bien finalement, dans une conversation, dans un échange avec Fliss, qui lui disait à peu près la même chose, eh bien il extrapole et il pose l'universel. Il pose l'universel du complexe d'Édipe alors que c'est un désir, qui est le désir de Freud, le désir de voir sa mère nue, le désir d'accouplement avec sa mère. Donc voilà, je suis dans cette logique-là, je dis voilà, il existe un monde qui suppose la métapsychologie et les objets de la métapsychologie, complexe d'Édipe, inconscient, topique, etc. Enfin, le tout reposant sur ce qu'il appelle le plasma germinal, quand même. Voilà, au bout du bout, finalement, le socle de tout ça, le roc, eh ben, ça reste le plasma germinal, c'est la biologie, in fine. Mais par là-dessus, il se joue tout ça. Et croyez-moi, parce qu'il est dans une logique performative, pour utiliser le vocabulaire d'Austin, il dit ça est. Et les choses sont. Donc c'est un peu comme ça que les choses sont. Et puis il y a des disciples qui considèrent un peu sur la structure de Saint Paul, un peu sur la structure de l'Église, et qu'effectivement il y a le maître, il y a les disciples. Vous parliez tout à l'heure de choses que j'ignorais, les costumes élimés qu'on changeait pour avoir exactement les mêmes, etc. Les fameuses intailles qui étaient offertes, les bagues qu'on offrait aux disciples, la question avec Jones, avec Jung et avec Adler de l'exclusion, de l'orthodoxie, la question de la construction des évangiles avec Ernest Jones et la biographie, la production d'une matrice pour la vie légendaire, enfin ce genre de choses. Bon, on construit comme ça, sur le mode d'un universel qui serait susceptible d'être assimilable à celui de Saint Paul, et on fabrique un genre de religion. Donc il y avait pensée magique, religion, et puis une troisième question, je crois. La légende, la narration. Sur la question de la légende, on en a beaucoup parlé. Je pense que magie religieuse, c'est déjà copieux, mais peut-être que Jacques Müller, vous auriez... Pour aller vite, vous m'excuserez de lire la réponse que je faisais à votre thèse. Sa thérapie relève de la pensée magique. Et là, je ne soupçonnais pas qu'on allait se rencontrer, bien sûr. Mais oui, concédons-lui que la question se pose, que Lacan a tenté de les différencier, confère la science et la vérité, d'un texte termine par Lacan essaie de trouver des formules qui différencient la magie, la religion, la science et la psychanalyse. Et que Lacan n'était pas tellement convaincu dans son tout dernier enseignement d'être parvenu à distinguer la psychanalyse et la magie. Mais cela ne règle aucunement la question, je veux dire, ça ne règle aucunement son compte à la psychanalyse, il faut encore savoir comment ça marche, la magie. Eh bien, nous disons que la magie opère par suggestion, c'est-à-dire par la vertu des mots, des phrases, du langage. Il n'est rien de plus puissant que le signifiant sur le psychique et sur le somatique, que l'analyse utilise cette magie-là pour la retourner contre elle-même, c'est-à-dire purger le patient des sorts que par magie et imprécation on a jetés sur lui, simplement en lui parlant ou en parlant de lui. C'est-à-dire dans sa famille, et on essaye donc de le mitridatiser contre l'intimidation intellectuelle, par exemple, exercée par des gourous à la vente que la crédulité publique incessamment fomente. Et puis, etc. Pour ce qui est du pessimisme de Freud, il est certain qu'il était pessimiste et que c'était plutôt raisonnable et lucide. Dis-je, quand l'Autriche allait se donner à l'Allemagne,
et à un certain petit caporal qui n'avait pour lui que son verbe enchanteur. C'est un self-made Hitler. Ses aboiements irrésistibles. J'ai lu tout Yann Kershaw. Je ne voulais pas le lire parce que je me suis dit si je commence, je n'arrêterai pas. Je m'y suis mis pendant les vacances, les grandes vacances. J'ai lu tout Yann Kershaw pour comprendre comment Hitler. Et au départ, Hitler, ces personnes. La seule chose qu'il a, c'est que quand il se met à parler, là où il y avait 100 personnes la semaine d'avant, la semaine d'après, il y en a 400. Et après, il y en a 1000, et c'est ça. Donc, sa voix. Le petit A, l'objet petit A, comme disait, vocal. Et qui, en réalité, c'est un objet qui inspire le cri, ça, la voix, dans l'histoire. Toujours le truc magique. Oui, est-ce qu'il était autoritaire? Oui, il n'aimait pas trop la démocratie à l'américaine. Il n'aimait pas le règne du marché. Il préférait François-Joseph et le signifiant maître, c'est un mot de Lacan, à l'ancienne. Et il préférait encore, plutôt que l'Amérique, il préférait les fins de race débiles qui régnaient sur l'Europe d'avant 14. Vous avez évoqué Popper, ben oui. Popper a joué le tour, c'est sophistique. Lacan disait, ben oui, la psychanalyse a toujours raison, c'est sa faiblesse. Lacan lui-même a utilisé des sophismes, le sophisme des 3 prisonniers, qui est une chose qu'il avait proposée à Bataille, et qui est dans ses écrits. C'est le seul texte qu'il a écrit pendant, un des seuls textes qu'il a écrit pendant la guerre, où il n'a rien publié, rien voulu publier pendant la guerre. Il n'a publié qu'à la Libération. Mais le problème, c'est que s'il y a un sophiste qui dit tout et le contraire de tout, c'est pas Freud, c'est l'inconscient lui-même. L'inconscient tel qu'il apparaît dans les rêves, etc. Il faut justement une sophistique pour arriver à le tracer. Bon. Alors, pour ce qui est de la religion, mais oui, c'est une question. L'association internationale fondée par Freud a viré à l'Église, a viré à la religion. C'est pourquoi Lacan s'est présenté comme un excommunié. C'est pourquoi il a créé lui autre chose. Il a créé une école, comme il l'a appelée, l'école freudienne de Paris, en référence aux écoles antiques, en disant les écoles antiques étaient des refuges contre le malaise dans la civilisation à l'époque, que celle-ci le serait aussi. Il y avait bien sûr aussi une allusion à l'école normale supérieure où il enseignait. Dans la même orientation, j'ai pu créer en 92 la deuxième association internationale qui existe dans le monde, après celle que Freud a créée. J'ai créé l'Association mondiale de psychanalyse, avec 7 écoles dans le monde, actuellement, qui se réfèrent à l'orientation de Lacan. Ceci dit, je l'ai fait en 92, disons que ça c'est un peu, c'est assez étendu, c'est 10% seulement de la grande association fondée par Freud, mais j'ai trouvé le besoin de lui donner une relance, et par le savoir. Alors ça c'est un document que je voulais quand même vous laisser. J'ai créé le dimanche 8 novembre à Paris quelque chose que j'ai appelé l'Université populaire de psychanalyse Jacques Lacan. Et j'explique, je dis université populaire, parce que le terme est connu, qu'il a cours, et qu'il indique bien que nous prendrons à cœur cette éducation freudienne du peuple français, que j'appelais de mes voeux au début de cette décennie, je l'ai écrit, sauf à l'étendre à tous les peuples, comme nous y encourage l'exemple de Mitra Kadivar en République islamique d'Iran. Une femme est arrivée 3 jours avant, m'expliquant qu'elle avait créé la première association freudienne en terre islamique par un combat admirable et qui est reconnue actuellement, la seule association reconnue dans un pays musulman, qui est freudienne. Elle a commencé avec les médecins, on a fermé son cabinet, etc. Elle a persisté, elle est passée par l'université, elle a eu d'abord 10 élèves, aujourd'hui elle est écoutée par 300 personnes à Téhéran, elle m'a montré des affiches qu'elle diffusait, je te demande elle se réfère à Lacan. Elle a été analysée à Paris par un de nos collègues, dans toute discrétion pendant 10 ans. Et après, elle a lutté en Iran pendant 16 ans. Pourquoi je dis les religions ont bien réussi à orienter l'humanité vers des divinités d'utilité douteuse, dont l'existence est sujette à controverse. Pourquoi reculer devant la notion d'une humanité analysante? Ce n'est pas pour demain, je vous le concède, mais après-demain. Tomorrow the World. Je l'appelle Jacques Lacan parce que je veillerai à ce qu'elle soit digne de ce nom. Bon, je ne vais pas développer. C'est une magnifique conclusion pour cet entretien, Michel Onfray, un très bel hommage. Un bel hommage.
Comment vous la saluez, cette naissance d'une nouvelle université populaire de psychanalyse? Comme un hommage, si vous le permettez. Enfin, je le pense comme ça, oui. Je trouve que j'avais fait savoir que c'était d'abord que c'est pas une idée de moi, c'est une idée de l'université populaire, c'est une idée d'un obscur personnage qui s'appelait Georges Deherme et qui en 1898 luttait contre l'antisémitisme et Deherme a créé ça parce qu'il pensait, à juste titre, je pense, que l'antisémitisme était une sottise que les gens proféraient parce qu'ils n'étaient pas assez éclairés, parce qu'ils n'avaient pas assez de savoir, d'intelligence, etc. Donc on était dans la grande tradition des Lumières, Georges Deherme en 1898. Moi j'ai souhaité en 2002, quand Le Pen est arrivé au pouvoir, au second tour d'une élection présidentielle, j'ai pensé qu'il y avait autre chose à faire qu'à dire il faut voter Chirac, le fascisme ne passera pas, mais qu'il fallait faire, qu'il fallait agir. Et j'ai donc créé cette université populaire dans l'esprit de Georges Deherme en disant reprenons le flambeau du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que plus on propose de raisons, de discours, d'échanges, de commentaires, de débats, mieux ce sera. La preuve, j'enseigne cette année un discours critique sur Freud et Myriam Illouz qui enseigne, elle, de son côté, un discours freudien. Il y a un enseignement de psychanalyse à l'université populaire. Donc je trouve que c'est un réel hommage, enfin, je l'entends comme ça du moins, et qu'une université populaire puisse se créer à Paris, et sous le signe de Jacques-Alain Miller, ce qui n'est pas rien. Elle ne se crée pas seulement à Paris, elle va s'étendre, j'espère, sur tous les continents. Eh ben, parfait. Merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de cette rencontre. Excusez-moi d'avoir été vite. Non, je vous en prie, je vous en prie.